Metallica, RPZ. T'as triceps tout. Voilà, t'as une bonne idée. On y va? Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias Le Doc. Et aujourd'hui, avec Lucas, on va aborder donc le sujet de la rétention d'eau. Il existe deux types de rétention d'eau, la rétention d'eau généralisée, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, et la rétention d'eau localisée, dont nous allons parler aujourd'hui. Quant à Lucas, il va servir d'exemple pour montrer ce qu'est un bibendum plein de flotte. Exactement. Exactement. Alors le cas pratique, l'exemple pratique, c'est vous qui vous entraînez, vous arrivez à la salle, vous n'êtes pas congestionné, vous gardez votre pull, vous commencez à faire 2-3 exercices, vous avez la congestion qui arrive, vous enlevez votre pull, vous êtes un dieu grec devant la glace, mais à partir du 3e exercice, il se passe quelque chose. Ça va plus du tout, vous passez du dieu grec au lutteur mexicain gras, flotteux comme pas possible. C'est un phénomène naturel, c'est quelque chose qui est inévitable, mais on va un peu comprendre comment ça se passe, pourquoi ça arrive. C'est en tout cas une question que je me suis pendant longtemps posée sans avoir aucune réponse. Aujourd'hui, grâce à Paul, Mathieu, moi-même, j'ai chopé la réponse. Ce qu'on appelle rétention d'eau localisée, c'est quand au niveau d'une partie du corps ciblée, précise, il va y avoir un excès d'eau dans le secteur extracellulaire, c'est-à-dire au niveau du tissu qui va entourer les cellules. On va donner quelques exemples et ensuite on va voir pourquoi ça survient et enfin quelques astuces pratiques pour essayer de l'éviter, voire d'en tirer profit. Comme l'a dit Lucas, le premier exemple c'est celui de la salle de sport. On fait les bras, au début on est très défini, on a une bonne congestion et ensuite c'est la catastrophe, notre bras se transforme en bibendum qu'on a honte de montrer et qu'on a honte de contracter. Le deuxième exemple assez parlant, ce serait la rétention d'eau au niveau des jambes. C'est principalement quelque chose qui touche les femmes quand elles vont dire « j'ai les jambes gonflées à la fin de la journée ». Mais on verra aussi que ça touche à moindre mesure les hommes. Pourquoi est-ce qu'on a la marque des chaussettes? Troisième exemple qui nous est malheureusement tous arrivé, c'est par exemple une piqûre d'abeille ou une piqûre de guêpe. On a d'un seul coup le bras qui va au niveau localisé, gonflé et triplé de volume. La première partie va définir un petit peu qu'est-ce qui régit dans le corps les mouvements d'eau. Pourquoi est-ce que par exemple le bras va gonfler après une séance de bras. Et malheureusement ça risque d'être la partie un petit peu scientifique, un petit peu théorique et donc la plus compliquée à comprendre. Mais on va essayer de rendre les choses assez simples. Alors la partie qui va arriver est très théorique, scientifique, c'est pour ça que la vidéo est là, donc je vous demande juste de vous accrocher, ne décrochez pas, parce que ce que vous allez apprendre là, ça va potentiellement vous aider et aider les gens autour de vous, parce que vous pourrez répondre scientifiquement, pas juste à l'arrache, à la personne qui vous pose la question. Donc accrochez-vous, moi aussi je me suis accroché, maintenant je comprends et je suis très content. De façon assez simple, le corps c'est deux grands secteurs. Le secteur intracellulaire qui va correspondre à toute l'eau qui est présente à l'intérieur des cellules et deuxièmement le secteur qu'on appelle extracellulaire, c'est-à-dire qui va être en dehors des cellules. Ce secteur extracellulaire lui-même va se diviser en deux. Premièrement le secteur vasculaire, c'est-à-dire la totalité de l'eau qui est présente dans les vaisseaux, c'est-à-dire les veines et les artères et dans une moindre mesure les capillaires. Deuxièmement, ça va être ce qu'on appelle le secteur interstitiel qui correspond à tous les tissus qui sont entre les cellules. Par exemple, le tissu conjonctif qui est au niveau de la peau. C'est le principal secteur interstitiel. Entre ces différents secteurs, il y a des mouvements d'eau, c'est-à-dire que tout ce qu'on absorbe va d'abord rentrer dans l'estomac, va être absorbé par les vaisseaux et donc les vaisseaux sanguins, le secteur vasculaire va être le premier qui va se modifier. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans le secteur extracellulaire qui va nous intéresser ici puisque c'est celui-là qui fait la mauvaise rétention d'eau entre guillemets, celle qui fait que l'on va devenir avec cet aspect flotteux. Il est régi par une formule assez simple, mais avant ça il faut bien se rappeler que le vaisseau sanguin il comporte une paroi et cette paroi elle est perméable, elle est poreuse et il va y avoir de l'eau qui va pouvoir circuler. La formule va comprendre deux paramètres. Le premier c'est la pression hydrostatique, c'est-à-dire la force que l'on va appliquer sur le vaisseau sanguin, sur les parois. Par exemple, si on imagine un tuyau d'arrosage qu'on aurait percé de multiples petits trous, plus il va y avoir de pression dans ce tuyau d'arrosage et plus il va y avoir d'eau qui va sortir par tous les petits trous. Alors que si à l'inverse on baisse la pression du tuyau, le sang va pouvoir circuler sans forcément avoir une perte, une extravasation importante. Le deuxième qui est important dans les paramètres du corps humain, c'est ce qu'on appelle la pression oncotique. La pression oncotique, c'est une pression de réabsorption de l'eau qui est liée
à la pression justement des protéines. C'est-à-dire qu'une quantité de protéines présente dans le sang va réabsorber une quantité d'eau. Donc c'est en permanence un équilibre entre cette pression hydrostatique qui va vouloir chasser l'eau en dehors des vaisseaux sanguins dans l'interstitium et cette pression oncotique qui va ramener justement l'eau de l'interstitium jusque dans les vaisseaux et donc permettre justement le renouvellement en permanence. Et donc quand on est à l'équilibre, la quantité d'eau dans le secteur interstitiel est très faible. En résumé, de façon très simple, il y a donc deux paramètres. Un, c'est la pression hydrostatique qui va chasser l'eau hors des vaisseaux, c'est la tension à l'intérieur des vaisseaux. Et deuxième paramètre, la pression oncotique qui dépend des protéines qui réabsorbent. Et donc, à l'état de base, on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'eau, mais il est équivalent entre ce qui part et ce qui revient. À partir de là, on va pouvoir comprendre les différents exemples et donc sur quels paramètres cela joue. Donc le premier exemple, c'était pourquoi chez les femmes, pourquoi est-ce que les jambes sont principalement gonflées le soir et pas le matin. C'est très simple, ça va dépendre de la pression hydrostatique. Imaginez vos jambes, vous êtes toute la journée debout et donc la gravité va s'exercer. Dans les vaisseaux, donc principalement les veines qui vont ramener le sang jusqu'au niveau du cœur, eh bien cette gravité va s'opposer au retour veineux. Donc tout simplement la pression hydrostatique va augmenter, elle va dilater les veines et donc on ne sera plus à l'équilibre. Cette pression hydrostatique va dépasser la pression oncotique de réabsorption et donc il va y avoir une balance qui ne va pas être nulle et il va y avoir un excédent d'eau dans l'interstitium. D'où les jambes qui gonflent le soir puisque on a eu la gravité toute la journée et la nuit la gravité s'annule et donc l'équilibre revient et le matin vos jambes sont toutes fines. Pour nous et pour tout le monde, en fait, c'est un petit peu la marque des chaussettes. Quand on a porté des chaussettes serrées toute la journée, on enlève les chaussettes et puis on a la cheville qui est toute comprimée et puis au-dessus, justement, ça a un petit peu diffusé. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'œdème. C'est physiologique et donc il ne faut pas s'inquiéter. Retour de Lucas, puisque l'on va aborder maintenant la question qui nous intéresse à l'entraînement. Pourquoi est-ce que le biceps lors d'une séance de bras et même le triceps sont au début godlike et ensuite ils sont tout flotteux, tout dégueulasses. Potato. Premièrement, dans un entraînement, on commence à faire quelques séries, on a une congestion que l'on peut appeler bénéfique, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on recherche. Le muscle va être un petit peu congestionné, mais pas trop, donc il va gagner en volume et il va y avoir un afflux de sang au niveau du muscle puisqu'il est en train de travailler et donc les veines vont être dilatées. Donc c'est tout ce qu'on recherche, un muscle qui est gonflé, qui est défini et avec des grosses veines, un petit peu le Graal du bodybuilder. C'est le moment de prendre des photos et on va voir pourquoi, puisque juste après, il va y avoir justement la descente aux enfers qui va correspondre un petit peu à la mauvaise congestion, celle qui va transformer votre bras godlike en un gros bibendum plein de flotte. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'enchaîner les séries de curl et les séries de push-down et il va y avoir une inflammation qui va se créer au niveau du muscle, puisque là on est en train de détruire de la fibre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux mécanismes. Premièrement, c'est l'inflammation. L'inflammation au niveau du muscle qui va appeler tout un tas de médiateurs de l'inflammation. Et donc pour qu'ils arrivent, il va y avoir un afflux de sang supplémentaire et une augmentation de la perméabilité au niveau des vaisseaux pour justement que ces vaisseaux puissent laisser passer les médiateurs dans le tissu interstitiel et dans les cellules. Donc à ce moment-là, justement, comme les trous à l'intérieur du vaisseau, entre guillemets, ce sont des micro-trous, sont plus gros, il va y avoir un passage d'eau dans le tissu interstitiel. Et donc le bras va justement perdre sa définition puisque y a un panicule de flotte qui va venir s'installer autour. Le deuxième, c'est aussi ce qu'on a vu, la pression hydrostatique qui augmente avec la congestion des veines, les veines qui sont plus grosses et donc plus de pression hydrostatique. Donc ces deux mécanismes vont être liés pour justement augmenter le volume extracellulaire localisé. C'est-à-dire que si on a fait les bras, c'est au niveau des bras, mais on a tous l'exemple au niveau des jambes où au début de la séance, les jambes sont très définies et rapidement après un ou deux exercices, elles commencent à ressembler à des gros poteaux. On se retrouve avec des gros jambons et effectivement on peut noter qu'on voyait les vastes au début de l'entraînement et à la fin vous avez un seul vaste, un uniceps en tout cas. Et donc maintenant on va voir quelques astuces pour prendre les plus belles photos ou rendre bien tout simplement à un moment précis. Donc vous l'aurez compris, la congestion peut être votre ami comme peut être votre pire ennemi, ça dépend du volume et du temps j'imagine. Donc du coup
On voudrait éventuellement vasculariser un petit peu, mais pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les bodybuilders, avant de monter sur scène, faire quelques pompes, quelques élévations latérales avec des élastiques légers et quelques flexions et extensions du coude pour ramener du sang. Mais en aucun cas ils sont sous la barre, ils font du squat, ils sont en train de transpirer comme pas possible, parce que ce sera contre-productif au final. Donc les astuces pour une compétition de bodybuilding, congestionner, mais congestionner intelligemment, c'est-à-dire congestionner finalement assez peu. Il ne faut pas du tout détruire du muscle, il faut juste un petit peu pumper avec du très léger et pas beaucoup de répétitions finalement. Au moment où on atteint la congestion que l'on souhaite, il faut s'arrêter. Donc les photos congestionnées en post-entraînement, ça peut être impressionnant, mais c'est en aucun cas une performance dans la définition. Vous pouvez être très gros mais rarement très défini. C'est pour ça que on fait nos plus belles photos en termes de définition souvent le matin, ou alors complètement déshydraté le soir, mais en tout cas loin de l'entraînement. D'ailleurs, autre astuce, si vous voulez poser après l'entraînement quand vous êtes en mode bibendum, mettez des manches longues. Yes. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ce sujet vous a intéressé au possible, parce que moi en tout cas je me suis vraiment posé la question pendant des années, donc je suis super content d'avoir enfin mes réponses aujourd'hui. Merci à Paul Mathieu pour toutes ces explications, ces éclaircissements. Une deuxième partie de la vidéo arrivera sous peu où on va traiter de la rétention d'eau générale. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous dire que vous avez bien aimé cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça peut intéresser un bon grand nombre de personnes, de vous abonner à la chaîne ainsi que de suivre le doc sur la chaîne de Aiki. Pour les chroniques du doc qui abordent des questions qu'on pose, des questions scientifiques mais pas toujours, en rapport avec la musculation et de façon plus générale un peu la santé. Une fois de plus, vous pouvez nous retrouver tous les deux sur Instagram, vous avez l'Instagram du doc ici et le mien, plus de contenu, toujours autant d'informations, un peu d'update sur les entraînements du doc et les miens, et on se voit en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out. Salut. Ouais, c'est sans rien, moi c'est gros, c'est tout. Exactement.